Nous sommes en 1863, à Châteaubriand. Un certain Jean-François allait écrire, sans le savoir, les plus belles pages de l'industrie castelbriantaise, mais aussi française. Ce Jean-François portait un nom qui allait devenir réputé, Huard. N'importe quel castelbriantais, quel que soit son âge, a entendu au moins une fois dans sa vie le nom de ce fleuron de l'industrie française, pionnier des charrues dans la France entière. C'est l'histoire de cette entreprise, de cette famille, que nous allons vous raconter. Nous sommes dans la deuxième moitié du XIXe siècle, alors simple amoulageur, autrement dit mécanicien charpentier. Il acquiert avec son épouse un terrain à Châteaubriand, où il installe son premier atelier. L'entreprise, encore très artisanale, ne compte alors qu'une dizaine de salariés. Les affaires vont rapidement prospérer. On a en 1863 Jean-François qui est un amoulageur, c'est-à-dire qu'il fait des moulins à eau et à vent. Il est forgeron, il est menuisier, mais des amoulageurs dans la région, il y en a beaucoup. Bien. Lui, plus que les autres probablement, sent un peu le vent, sent que les campagnes vont bouger. Nos campagnes sont traditionnelles ici, très traditionnelles. La main-d'œuvre humaine est fondamentale pour faire marcher toutes les fermes. Et il y a beaucoup de fermes. La révolution dans les campagnes n'est pas encore arrivée. Bon. Cet amoulageur va se spécialiser dans différents objets, machines agricoles, dont les machines à battre. Jean-François Huard va adapter progressivement ses façons de faire avec l'introduction d'une machine à vapeur. Ça c'est nouveau aussi. Son matériel, donc ces machines, a une évolution locale, régionale, des paysans, de l'agriculture. Voilà. Et il y a un virage. Le virage, c'est lorsque ce Jean-François vieux laisse son entreprise à ses enfants, Jules et François. Jules, c'est un génie de la mécanique. C'est le génie de la famille, des 4 générations. Son frère l'aide, mais son frère l'aide, vraiment. Il n'y a pas égalité, si vous voulez, entre les deux. Jules comprend tout de suite qu'il est grand temps de produire dans la région des charrues Brabant. Ce n'est plus la simple charrue arrière que l'on pousse ou qu'on tire, mais c'est la charrue qui tourne sur elle-même au bout du sillon. On tourne et on revient, on produit beaucoup plus, et là on produit comme dans les grandes plaines du bassin parisien. Dans cette région-là, c'est une nouveauté. D'autant plus que Jules, qui n'est loin d'être un sot, comme je vous l'ai dit, va emprunter, certains diraient piquer, mais c'est autre chose, emprunter le savoir-faire de grandes maisons qui produisent des charrues Brabant, dont Bajac. Bajac, c'est un grand producteur en Picardie, qui n'est pas le seul, mais qui est le grand producteur du bassin parisien. Or, quand on regarde la charrue Brabant produite par les frères Huard, qui constituent une société Huard Frères en 1899, et leur première charrue c'est 1900, eh bien, la première charrue, qui est Maison Huard, est bien exposée celle-là, en regardant la charrue, on se dit, mais c'est une Bajac, avec le même faciès, le même avant, le même arrière, les mêmes versoirs, les couleurs même bleu, rouge, avec le filet jaune, c'est Bajac, donc c'est du Bajac. Et pourtant, ça qui est extraordinaire, c'est que première charrue 1900, 1913, premier producteur de charrue Brabant de France, avant Bajac. Cette charrue, qui est apparemment une Bajac, en réalité, elle a, au niveau du métal,
de qualité, elle est plus solide et elle est moins lourde. D'autre part, au niveau des moyeux, la poussière ne rentre plus. On a une machine qui est légère, fiable, belle, pas chère et qui ne tombe pas en panne. Voilà les secrets que Jules Huart dira 20 ans plus tard à son fils et à son gendre. La première partie du XXe siècle sera l'âge d'or de l'entreprise. Dès le début du siècle, l'entreprise prendra une tournure industrielle. Jules Huart, alors maire de Châteaubriand, agrandit les installations devenues trop exiguës. À la veille de la Première Guerre mondiale, Huart se place au premier rang des constructeurs français de charrues, avec 5000 pièces par an. Il ne faut pas confondre, souvent le public confond entre ce qui se passe entre la Première Guerre mondiale et ce qui se passe entre la Deuxième Guerre mondiale. La Guerre mondiale, la France est occupée. Et si vous produisez des choses, vous risquez de collaborer, volontairement ou involontairement, avec l'occupant. Première Guerre mondiale, c'est très différent. Il y a une zone occupée, donc par l'Allemand, et une zone non occupée qui très rapidement, la guerre devait être très courte. La guerre, 2-3 mois. Bien. Et beaucoup sont partis, la fleur en fusil, etc. À Noël, en 1914, à Noël, on se rend compte, on est embourbé dans les premières tranchées, là, et ça risque d'être très long. Donc il y a un effort de guerre qui est demandé à tout le monde. Tout le monde y participe en donnant son argent, les emprunts, en faisant des produits, et Huart va participer rapidement à partir de 1915 en produisant du matériel à la fois civil et militaire. Les plus connus sont des éléments pour les wagons, car la voie ferrée est essentielle, et la plus spectaculaire, c'est la fabrication d'obus, donc fabriqués à la fois chez Franco, la fonderie, et usinés donc chez Huart. Avec cet argent-là, certes la famille Huart en profite un peu, mais peu, car Jules est omnubilé, mais vraiment omnubilé par le progrès adapté à sa charrue. Jules Huart accorde beaucoup d'importance à l'évolution de ses charrues. Les avancées technologiques sont alors importantes dans l'entre-deux-guerres. L'année 1926 sera l'année record de production de charrues. Jules, avec ses sous, va regarder du côté des Américains. Or, aux États-Unis, il y a une révolution technologique du début du siècle, fin 19e même, et qui s'incarne notamment dans le Fordisme, c'est-à-dire Ford adapte pour la fabrication de ses voitures des systèmes donc de production, non seulement en série, c'est connu, mais le fameux estampage, avec des machines colossales qui remplacent des hommes pour fabriquer des pièces, toutes identiques. Or, Jules va faire venir du matériel américain dès 1917, et avec, j'ai coutume de dire, avec les armées américaines, en 17 et surtout 18, arrive du matériel pour Jules, pour son entreprise. Voilà. Et au lendemain de la guerre, il va appliquer à la fabrication de la charrue des méthodes que Ford appliquait pour ses voitures. Comme je vous l'ai dit, Jules est omnubilé par une charrue. Et Jules voudrait, ce qui est impossible, mais il en rêve, une charrue qui ne casse pas. Entre l'avant de la charrue, où là il y a les éléments pour régler la hauteur, pour régler les, les niveaux d'équilibre entre plus ou moins profond dans le sillon, etc. Et l'arrière, où il y a notamment les versoirs, il y a une barre qui s'appelle l'âge. L'âge, c'est la pièce fondamentale, car un âge trop faible, si le soc rencontre une pierre, gloum, c'est cassé ou c'est tordu, enfin bref.
Donc il faut un âge très résistant. Et Jules va mettre au point en 1922-23, grâce à ces procédés nouveaux, à la fois d'estampage et électrique, thermiqué, il va réussir à mettre au point un âge dont il ne dépose pas le brevet, car s'il dit publiquement, même s'il a des droits, on va lui piquer. Il connaît bien la chanson. Donc, il ne dépose pas le brevet. Et les concurrents, dont Bajac, vont mettre 10 ans avant de faire un âge comme ça. Or, l'âge de la charrue Huard, il est plus du double en résistance que ses concurrents. Il fait une charrue révolutionnaire en 1923-24. Et c'est pas par hasard si, en France, le premier étant à Lyon, mais à Toulouse et ailleurs, et à Paris, il y a des dépôts pour vendre cette charrue. Alors là, nous sommes maintenant, il a déclaré quasiment la guerre à ses concurrents sur le territoire hexagonal. Et aussi dans les colonies, car on a un empire. En 1907, une photographie montre Jules, bien costumé, montrant du doigt sa charrue. 2 ans plus tard, il y a un dessin reproduit sur carte postale, mais reproduit aussi après dans les catalogues, où Jules est remplacé en dessin, par un breton de la région de Quimperlé, en beau costume. Il pointe du doigt en dessin la charrue, qui est toujours en bleu, en rouge et en jaune, et il s'exclame, c'est la meilleure charrue. Burzudu et haut. Burzudu et haut veut dire en langue bretonne, c'est pas du patois, hein, c'est la langue bretonne, c'est miraculeux. C'est un langage d'église, un langage religieux. Et progressivement, on va voir le breton et son Burzudu et haut partout, partout, partout. Grâce à cette campagne qui s'arrête à la guerre. C'est l'époque où on voit les affiches très simples, Bouillon Cube ou Balania, hein, c'est tout. Balania, il y a bon chocolat, hein. Derrière on s'en fiche. Et il y a une affiche de Capiello où on voit le breton, la charrue, Burzudu et haut, tout juste on voit dessous Huard. Châteaubriand n'est même pas marqué, hein. Pas la peine, ça fonctionne, ça fonctionne. La crise arrive chez nous en 26-27. Elle est brutale en 29, connue, elle dure très longtemps. Chez Huard, elle dure jusqu'en 34. Bon, la crise, elle est incontestable. Mais, il y a un mais. Jules se dit, j'ai une charrue tirée par des chevaux qui marchent. J'en ai fait différents types maintenant, parce qu'il y a le type C, il y a le type M, enfin, il y a différents types. Bon, maintenant, je contrôle le marché, ou à peu près. Mais ce serait bien si ma charrue pouvait être soulevée par quelque chose, et tirée par quelque chose. Or, sur le marché, arrivent les premières machines qui tirent, qu'on va appeler tracteurs, hein. Mais elles ont un drôle de look à cette époque-là, mais c'est quand même des tracteurs. Bon, avec des chenilles, enfin bref, plein de choses. Et en 1927, Jules, on a une très belle photo, elle est très célèbre celle-là. En décembre 27, Jules met la main sur une charrue portée réversible, c'est-à-dire tracteur. Et cette charrue-là, entre parenthèses, et le tracteur, avec tous les dessins qui vont avec, on les a encore. Les dessins, c'est Huard Burzudu, et la charrue et le tracteur, c'est chez Rogassin-Mortier. Or, ils prennent de l'avance. La crise arrive, la guerre arrive, d'accord, mais avec la motorisation, hein, vers 1900, c'était la mécanisation. Là, c'est la motorisation, c'est-à-dire tracteur. Le tracteur envahit les campagnes françaises, en gros, entre 52, 53 et 57. Commence un peu avant 52, 50, mais c'est le grand moment. Et là, derrière tous les tracteurs de différentes couleurs, eh bien, on va avoir des charrues Huard, au point où, dans le milieu des années 60, Huard produit 60
50% des charrues en France. Énorme. C'est un monopole. Voilà. L'avance a été prise dans les années difficiles. Car qu'est-ce qu'il va faire pour ces tracteurs, ces charrues tracteurs? Eh bien, il va trouver un système donc, pour aider, vraiment Renault, donc pour mettre les charrues derrière les tracteurs, mais surtout, ces charrues qui étaient animales, on enlève le devant, il n'y a plus besoin de cheval ni de devant pour régler, et on installe l'arrière des charrues animales derrière donc, le tracteur. Et ainsi, toute la révolution de la motorisation des années 50, le Var fonctionne bien. Arrive un moment crucial, c'est qu'on sent bien qu'il faut évoluer. Là, la machine. La machine derrière tracteur, des années 50, c'est essentiellement une machine Jules. Mais Jules est mort en 1933. Et l'entreprise, là, doit trouver quelque chose. En mars 1959, c'est une date clé dans l'histoire de l'art, au Salon de Paris, tous les gens qui s'intéressent à la charrue dans le monde viennent sur le stand Var. Et là, vous avez une charrue révolutionnaire. C'est la fameuse charrue HB. Et la HB, c'est, dans l'histoire du Var, un moment clé, comme a été un moment clé l'âge. En 27, la charrue réversible, derrière portée, c'est une autre révolution. Et cette charrue HB, qu'on va décliner en différents types d'HB, eh bien, va être sur le marché, là, pendant 20 ans, et conquérir toutes les terres. En 1933, l'entreprise vit un tournant majeur. Jules tombe malade et son fils, Paul, s'associe à son beau-frère, Gabriel de la Tour, pour fonder une nouvelle société le 1er janvier 1933, la Société anonyme des établissements UAR. Jules meurt en octobre de la même année. Jusqu'en 1900, on a une entreprise artisanale. Bon. Donc je crois qu'on monte à peu près une trentaine de salariés, ce qui est pas mal à l'époque. L'entreprise, donc, rue de Fercé, elle est trop petite. Donc, elle est trop petite pour le matériel et pour les hommes. Donc, Jules Var, qui est devenu maire en 1904, il n'est pas fou. Et se dit, je vais me faire une petite usine près de la gare pour l'arrivée, donc, des matières premières et pour l'exportation des charrues. L'entreprise, enfin l'usine, ouvre le 15 janvier 1907. En 1909, elle est trop petite. On ajoute. En 1911, elle a doublé par rapport à 1907. Eh oui. Donc, la production, elle est comme ça. Mais le nombre de personnes est comme ça, car il n'y a pas encore de taylorisme, et chaque charrue a plusieurs personnes qui travaillent dessus, y compris la finition pour la peindre. Voilà. Donc il y a une progression continue. Et cette progression-là va durer jusqu'à la crise 26-29 et 32-34. Cette progression-là, elle est continue. La plus grosse production de Jules Var est en 1926. Il ne reverra pas le redémarrage en 1934, grâce surtout à de l'armement, commande d'État, parce qu'il est mort en 1933. Donc il y a une évolution du personnel, mais il y a aussi une nouvelle usine. Voilà, ça va de pair tout ça. Papa travaillait donc déjà chez Var. Et pour entrer chez Var, il y avait un centre d'apprentissage. Il fallait passer un examen, un concours d'entrée. Et mon père m'a inscrit d'office chez Var. Je n'ai pas choisi, j'aurais peut-être qu'aujourd'hui
j'aimerais être photographe, j'aimerais être pâtissier, enfin je ne sais pas, des choses qui me plairaient mieux. Mais là, mon père m'a inscrit et donc j'ai réussi l'examen et donc je suis rentré chez VAR. Alors il y avait une particularité dans ce concours d'entrée, c'est que on était par promotion, par année, on était entre 9, 12, 13, 14, pas plus. 7 heures le matin jusqu'à midi, on reprenait à 1h30 et on finissait à 17h ou 17h30. Et quand il y avait beaucoup de travail et qu'il y avait la foire de Béret, qu'il y avait le lundi de Pâques et tout, on récupérait tout. Si bien qu'il y a une époque, mais on était boulot. C'était que boulot. Et alors, chaque année, donc, il y avait de 9 à 12 jeunes qui rentraient. Et les premiers en admettant qu'il y ait 12 jeunes qui rentrent, jusqu'au 9e, ils choisissaient entre le métier d'ajusteur, de tourneur, de fraiseur. C'était les meilleurs qui choisissaient Et c'était justement les meilleurs, oui. Ils choisissaient. Et malheureusement, pour ceux qui étaient en fin de liste, eh bien, c'était la fonderie, c'était modeleur. Comme j'étais peut-être reçu 5e, alors j'ouvre une petite parenthèse. Lorsque il y avait un membre de notre famille qui travaillait chez VAR, on avait 4 points supplémentaires. Ça existe, ça, dans d'autres entreprises. Quand on postule, je pense que dans d'autres domaines, c'est courant, ça. Alors, donc, on avait beaucoup plus de points que ceux qui n'avaient pas de filiation chez VAR, oui. Avec la reprise de 50, l'accroissement du personnel va aller très vite. On a plus de 300, là. Énorme entreprise. Cette entreprise-là, elle fait beaucoup de social. Alors, si vous voulez bien, on revient en arrière. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a un contexte politique et social différent en France et en Europe. Il y a la révolution bolchevique. Il y a un rôle nouveau des syndicats au lendemain de la guerre. Et il y a des lois, des mesures sociales notamment, qui doivent s'appliquer dans les entreprises. Jules a du mal à comprendre les nouvelles règles du jeu. Et il se prend sur la tête, en juin 1919, l'une des plus grosses grèves de France. Tant qu'à faire, Jules produit en grand, mais il ramasse aussi au niveau social en grand. Une grève monumentale qui paralyse l'entreprise au point où Jules met tout le monde dehors. Et il en veut à un de ses amis, celui qui s'occupait de la branche bois. C'est lui qui a lancé manifestement la grève avec des amis. Bref, une grève épouvantable pour tout le monde, car les ouvriers vont payer cher. Il n'y a pas d'allocation, etc. à côté. Hein. Bon, les familles, il faut bien les nourrir, hein. Donc les ouvriers payent cher. Mais le patron paye cher aussi, car même s'il y a une trésorerie qui n'est pas mauvaise, il ne produit rien. Et surtout au niveau de sa conception du travail, résultat, au bout du mois, Jules réembauche. Pas tout le monde. Et avec son épouse, qui a une grande influence sur lui, ils vont comprendre que la dimension sociale, c'est probablement un plus pour l'entreprise. Et là, ils vont être à la pointe du social. En quelques années, 2-3 ans après, arrivent les logements sociaux qu'on trouve près de la route d'Angers. Et il y a, au niveau des assurances, au niveau, c'est entre guillemets, une sorte de mutuelle avant la lettre, au niveau de l'aide aux enfants, au niveau de l'aide au logement, le Var va être
pionniers. Et cette politique sociale-là fait en sorte que Huart ne connaît pas les grèves en 1936. C'est Paul qui va aller chercher un deuxième syndicat pour mettre près de la CGT, pour faire en sorte qu'on équilibre, et on s'arrange très bien. Alors quand le monde est plongé dans la grève, Huart tourne. Les grandes grèves et les nouveaux heurts syndicats, on les retrouve, mais 30 ans plus tard seulement, hein, lorsque la CFDT notamment arrive en 56 ou 55-56 chez Huart. Donc, d'une autre façon, elle y était, mais d'une autre façon. Donc, il y a, pendant la Deuxième Guerre mondiale, une politique sociale qui fait qu'on s'occupe de tout le monde, on place les gens comme on peut, etc. Et on évite au maximum que les jeunes partent au STO. Enfin bref, il y a plein d'éléments qui font que... Et puis après la guerre, il y a les fameuses sorties annuelles. Il y a... Vous vous rendez compte un peu, je crois que c'est en 50... Non, c'est en 47. En 47, il y a une convention qui fait que, de mémoire, je ne sais pas, je ne me trompe pas, en 47, une convention qui fait que la moitié du bénéfice net est redistribuée au personnel. Mais aujourd'hui, tout le monde en rêverait. Hein, voilà. J'ai donc postulé, moi, pour être ajusteur. C'était à l'époque ce qui semblait le mieux. Mais moi, le faire, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et ce sera à faire aujourd'hui. Je ne vous dis pas que... Je ne vais pas dire que j'ai gâché ma vie. Non, c'est pas ça. Mais j'aurais certainement choisi un autre métier. Alors, donc, il y avait 3 années. Il y avait la première année, c'était assez simple. Parce que c'était... On apprenait à limer, on apprenait à buriner, on apprenait à scier, on faisait des travaux assez simples, mais c'était du manuel, ou percer encore. Là, c'était mécanique. Mais c'était uniquement, ça, c'était ce qui se faisait la première année. D'accord. Et ensuite... Alors, en deuxième année, c'était un échelon au-dessus. C'était un peu plus perfectionné, mais c'était toujours le travail du métal, de l'acier. Alors, le travail de l'acier, comparativement, enfin, je ne sais pas si on peut comparer, mais un menuisier, c'est agréable, ça sent bon, c'est pas sale, enfin, ça a beaucoup d'avantages. Le fer, à mon avis, ça n'a que des inconvénients, et particulièrement l'hiver, parce que l'usine avait été démolie. Donc, quand je suis rentré en 1946, il y avait une partie du toit au-dessus des apprentis qui n'était pas couvert. Et alors, quand on travaille le fer, ben, on se gèle, complètement se gèle. Et il n'y avait pas de moyen de chauffage, hormis quelques gros poêles dans l'atelier. Paul est... Alors, son père est obnubilé par la charrue. Paul, lui, est obnubilé par le mieux-être du personnel. Et il est moins bon pour la charrue, incontestablement. Bon, et il va créer une école d'apprentissage. Là-dedans, Huart va épouser très rapidement les nouvelles lois sociales sur l'apprentissage. Hein, il y a un cadre national. Mais l'école d'apprentissage de Huart est une école très, très performante. Et beaucoup d'apprentis de Huart, d'ailleurs, vont continuer à travailler, non pas chez Huart, mais dans des grandes entreprises concurrentes, à Nantes, à Rennes, à Paris, enfin bref. L'école d'apprentissage de Huart, jusqu'en 1968, est vraiment une école assez extraordinaire. Alors, M. Paul Huart, alors on l'appelait communément entre nous Popol. Ça voulait déjà dire qu'on avait déjà de l'estime par rapport à lui. Et inversement, M. Huart, vis-à-vis de nous, c'était notre deuxième père. Il était sensationnel. C'était l'époque du paternalisme. Bon, on peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut, mais il était vraiment exceptionnel dans tous les domaines. Il nous faisait des cours de technologie, ça se passait super bien,
on devait même déborder du sujet. Je pense que M. Paul Huard débordait du sujet. Et en plus de ça, il y avait une chose qui était très très intéressante qu'il avait instaurée. Ça existait avant-guerre. Là, il y avait une colonie à Damgand, une colonie Huard. Et malheureusement, à la fin de la guerre, à la débâcle, les Allemands ont fait sauter la colonie. Quand je suis rentré en 1946, en septembre, je n'étais pas intégré. En septembre, j'étais intégré dans les ateliers, mais en juillet, parce que Huard prenait ses congés toujours en juillet. Et on nous a demandé, ceux qui veulent, aller en colonie. Alors, on a été en colonie, on payait pratiquement rien du tout, c'était presque gratuit. Et Paul Huard avait loué un garage, et on était, je sais pas, il y a des photos dans le livre des apprentis, et on était je sais pas combien, 1, 2, 3, 4 années, et même ceux qui avaient fini leur apprentissage pouvaient postuler pour venir à la colonie. Alors on était au moins une 50aine en colonie. Et on a été une année en colonie à Damgand, et les autres années après, parce qu'en première année on avait le droit, deuxième année on avait le droit, troisième année, quand on était jeune ouvrier, on appelait ça la 4e année, mais on ne travaillait plus, enfin on se perfectionnait, mais on n'avait plus de cours. Et Paul Huard avait des amis, c'était plutôt la famille de Latour, à Penthièvre. Et Paul Huard a acheté des tentes de surplus américains et il a établi un camp à Kérostin, sur la commune de Penthièvre. Alors on était en camp, M. Huard avait sa petite tente, nous on avait des tentes pyramidales avec une quinzaine de personnes dedans, et puis bon c'était la joie. Aujourd'hui, quand on rencontre tous les copains qui ont été chez Huard, aujourd'hui c'est plus fort que nous. Le sujet abordé, l'apprentissage, ça a marqué pour nous, c'est formidable. Je dirais que pour moi personnellement, c'est un des meilleurs moments de ma vie. Je sais pas, il aimait tellement ses apprentis qu'il voulait que, par exemple, il n'y avait pas de piscine à Châteaubriand, donc on allait se baigner à la Carrière des Princes, sur la route de Juigné. Eh bien, il fallait absolument savoir nager. Celui qui n'aurait pas su nager, Monsieur Paul, mais je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Oui, il y avait des trucs, il nous arrivait des choses aberrantes. On avait un bateau, et puis un jour, Monsieur Paul, il nous emmène en bateau pour faire de la pêche. Et puis à, je ne sais pas combien, 200, 300, 400 mètres du bord, enfin peu importe, du rivage. Alors il nous avait fait un coup d'œil, et puis à quelques-uns, puis il a dit, hop, on vire le bateau. Il a viré le bateau, mais il y en avait un qui ne savait pas nager. Alors heureusement que dans ceux qui étaient dans le bateau, il y avait des très très bons nageurs, Donc il n'y avait pas autant de sécurité qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas aucune sécurité, aucune sécurité, pas d'hygiène, rien de ce qu'on exige aujourd'hui. Monsieur Paul Huard faisait des cours de technologie. Il ne devait pas être très très doué. Enfin, faut qu'il m'excuse s'il m'entend. Mais il montrait pas forcément. Non, c'était pas. Autrement, on avait d'autres professeurs qui venaient des terrasses ou de l'école Saint-Joseph ou d'ailleurs, ou des ingénieurs ICAM de l'entreprise. Au sortir de la guerre, donc on était limité à tout point de vue. Il y avait des produits il fallait des tickets pour avoir du savon, il fallait des tickets pour avoir des chaussures, il fallait des tickets pour avoir des pneus de voiture. Et ça a duré jusque dans les années 50, si j'ai bonne souvenance. La fin de la dernière guerre, vous allez dire que j'y reviens souvent, mais vous ne pouvez pas vous imaginer comme on a été malheureux. Les gens des villes, les gens qui étaient dans les petits bourgs, peut-être qu'ils étaient malheureux, mais moi je sais que mes parents ont été vraiment, c'était crève la faim. Hein. Alors, sur les photos, on peut regarder, hein, eh bien, l'obésité, elle n'existait pas à ce moment-là. Elle n'existait pas. On était des fils de fer. Parce qu'on mangeait presque rien. On n'avait presque rien à manger. Alors, en 1946, la colo Huard, on va à Damgand, et c'était monsieur Roger Aulnet, et
il y a eu, comme on n'était pas gros, ils nous forçaient à manger. Et je vous le donne en mille, il y a eu des concours du plus gros mangeur de sardines. Alors, je crois que le record absolu, c'était 2 ou 3 douzaines par individu, ce qui est quand même pas mal. Donc incontestablement, la Deuxième Guerre mondiale est une période douloureuse. Va arriver un événement très important qui va avoir les deux côtés. C'est le bombardement de l'usine en juin 1944. Bombardement allié, car on coupe, si possible, les gares et voies ferrées pour empêcher donc l'occupant d'aller près de nos armées de libération. L'usine est démolie en partie. Ça, c'est le côté noir. Le côté positif, si on peut dire, mais qu'en histoire, le positif et négatif, ça n'existe pas, attention. On ne juge pas en histoire. Le côté relance, on va reconstruire l'entreprise à l'identique, et tous les gens qui sont là se retroussent les manches et donnent un temps incroyable. On ne mesure pas sa peine. Tout le monde est mobilisé. Du petit apprenti qui arrive, ou de petit qui est pris, jusqu'au patron. Et la reconstruction est finie en 1949. En mai 1949, on fait la plus belle fête de Euhard, on a sorti un bouquin là-dessus, l'anniversaire, c'est le 4e anniversaire, de la création de Euhard Frères 99. Là, tout le monde a participé. D'où, en 1947, le fameux contrat collectif qui permet à ce personnel d'engranger des bénéfices. Mais il engrange des bénéfices parce qu'il travaille. Cette atmosphère-là va rejoindre et prolonger l'atmosphère sociale des années 20, après la Grande Grève. Et cette atmosphère va se prolonger jusque vers 1955. C'est l'âge d'or du paternalisme, c'est l'âge d'or des relations assez extraordinaires dans l'entreprise. Alors, dans l'entreprise, il y avait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y avait, très attendu, très connu, le bal Burzudus. Car les Burzudus, après, vont faire plein de choses, les Burzudus. Il y a l'acier Burzudus, il y a les versoirs Burzudus, et on va terminer par le bal et la reine Burzudus, au lendemain de la guerre. Il y a l'orchestre Burzudus, aussi pendant la guerre. Bref, du Burzudus, Burzudus, c'est le synonyme, ça marche. Burzudus, ça veut dire ça. C'est merveilleux, ça marche. Donc, des sorties annuelles, comme il y a des matchs de foot, comme il y a plein de choses en activité. Les sorties annuelles sont organisées très rapidement par les ouvriers eux-mêmes, hein, et très rapidement les syndicats vont y participer dans une atmosphère. Tout le monde ne vient pas. Il y a des cadres qui ne viennent pas, comme il y a des ouvriers qui ne viennent pas aussi, bien évidemment. Mais la majorité vont venir ou peuvent venir, et à la fois en campagne, sur les rivières, parce que le concours de pêche est un élément important, mais il y a plein de choses qu'on peut faire à la campagne, au bord de la rivière, et puis à la mer, après, eh bien, il va y avoir ces sorties annuelles, on en a fait un ouvrage, qui donne une idée, quand on regarde ceci aujourd'hui, attention, hein, pas l'anachronisme, mais je veux dire, c'est là, oui, on est dans un âge d'or relationnel. Dans le marché d'après-guerre des années 50, Uhard occupe une place prééminente sur le marché de la charrue qui connaît une révolution. La traction animale régresse face au développement des tracteurs. Uhard connaîtra des années fastes jusqu'au début des années 70. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les 30 glorieuses dans les campagnes, c'est la révolution de la motorisation. Et si elle se décline là, au niveau des tracteurs, progressivement,
elle va se décliner au niveau d'autres matériels. La moissonneuse-batteuse en étant l'aspect le plus visible quoi, dans les champs. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Bon. Et tous les matériels vont évoluer. Huard en profite largement. 50-67, c'est, alors là on va dire, l'âge d'or de la charrue, Huard, avec les années 22-26. Deux périodes. Où on va produire en 59 la fameuse HB. Elle, c'est vraiment les 30 glorieuses de l'entreprise. Voilà. Ça se vend, et les bénéfices. Mais dans l'entreprise, déjà, les rapports sociaux entre 55-56 et 66-67 ont évolué. Bon. Ils évoluent dans l'entreprise à l'image de l'évolution du rôle des syndicalistes dans les entreprises en France, hein. Ni plus ni moins. C'est quelque chose qui progressivement s'installe dans l'entreprise, dans les grosses entreprises. Voilà. Les charrues sont à leur apogée en 67. En janvier 67, Paul Huard, qui est aux commandes depuis 1933, avec son beau-frère, donc, de la Tour, Gabriel. Paul et Gabriel partent. Et là aussi, il y a un renouveau de personnel à la tête, avec des nouveaux cadres syndicaux. On prend là un tournant. Et arrive là-dessus, peu après, des bouleversements dans les campagnes qui vont donc donner un nouveau contexte. On rentre dans une nouvelle époque. Oui, mais je ne voudrais pas rentrer sur un sujet glissant. Tant qu'il y a eu la direction Huard, hein, la famille Huard, c'était un peu ça, oui. Mais après, ils ont eu besoin de cadres, et ils ont fait venir des cadres d'un petit peu partout, et ces gens-là... non, bon, ils ont peut-être fait leur boulot, je ne veux pas les juger, mais le paternalisme, c'était une croix dessus. Donc c'était un tournant, c'était un autre volet. À partir de 1977, les déficits d'exploitation s'enchaînent et mènent Huard à sa perte. En 1984, l'endettement représente 62% du chiffre d'affaires. Malgré une forte diversification qui ne porte malheureusement pas ses fruits, Huard commence une lente agonie qui s'achèvera en janvier 1987, date du rachat de l'entreprise Huard par Kuhn. Oui, incontestablement, comme je vous l'ai dit, il y a donc des nouveaux dirigeants et un contexte difficile. Le contexte social et relationnel de l'entreprise, bien évidemment, au lendemain de 68, pour uniquement chez Huard, le contexte est différent. Bon. On s'adapte, ou on essaie de se réadapter, on essaie de trouver des nouveaux rapports, donc, parce qu'il faut bien travailler, il faut bien vivre, il faut bien produire pour vendre, bref, on vit l'entreprise différemment. D'autre part, et c'est un phénomène là, pas nouveau chez nous, qui n'est pas nouveau au niveau mondial, notamment des Américains, c'est que il y a une évolution au niveau du travail dans les champs. Nouveau matériel, mécanisation qui se diversifie extrêmement, beaucoup moins de personnel et beaucoup moins d'entreprises agricoles. Le nombre de fermes diminue comme ça, là. Le matériel derrière tracteur
évolue aussi. Lorsqu'il y a 20 hectares à labourer, on peut avoir un tracteur moyen et une charrue bisoc, trisoc. Lorsqu'on a 80 à 150 hectares à labourer, là, il faut un tracteur beaucoup plus gros devant qui tire mieux, une charrue qui va avoir 4 socs, 5 socs, 6 socs. Voilà. Et là, il y a des entreprises au niveau mondial, au niveau européen, mais au niveau français, qui s'adaptent très bien à cette nouvelle demande. Or, Euard, avec les crises 68, crise 72, 73, Euard a voulu se diversifier. Les syndicats étaient pour la diversification. Or, une chose qu'on peut dire maintenant facilement et que tout le monde en convient aujourd'hui, même ceux qui étaient opposés il y a 30 ans, à savoir c'est que Euard a diversifié, contrairement à ce qu'on a pu raconter comme bêtise. Euard a diversifié. Il a fait plein de matériel à dents, à disques, donc en dehors de la charrue, pour gratter le sol et le remuer, pour nettoyer, enfin bref. Mais il ne sait pas faire. Il fait, sauf exception, du mauvais matériel. Or, un paysan qui achète un matériel à dents, qui casse tout le temps, lorsqu'il va vouloir racheter quelque chose pour une charrue, il se dit « Ah, j'ai un matériel à dents Euard, c'est de la saloperie », tout le monde dit. Est-ce que je vais racheter une charrue? Et là, la part de marché sur la charrue Euard va décliner. À un moment où le pilotage de la maison Euard pose des questions. On se pose beaucoup de questions sur le pilotage de la maison entre 1974 et 1984. On ne sait pas très bien, il y a des atermoiements, on ne sait pas très bien que faire. Il faut dire que la situation dans les campagnes évolue, que au niveau Euard, lorsque ça va mieux, on embauche du personnel. On arrive à 1600 personnes en 1976 avec l'usine de Châteaubriand, celle de Carcassonne, celle de Toulouse et des différents dépôts, dans la parisienne, bref. Alors que les concurrents, eux, commencent à employer ce que fait l'industrie automobile, à savoir mettre des robots, produire autrement, mécaniser l'entreprise. Or, l'entreprise Euard, pour l'essentiel, certes, elle a été refaite en 1944, mais sur le modèle d'avant, sur les mêmes lieux. On l'a agrandi autour, mais le cœur est le même. Si vous voulez voir la maquette Maison Euard, on voit très bien ça. Et donc, l'usine est obsolète. Ça, en 2005, lorsque j'ai écrit le premier ouvrage, on m'en parlait très peu. Maintenant, les Euard me racontent des choses sur les déménagements dans l'entreprise, mais vraiment presque lunaires, quoi. Hein. Donc, une entreprise qui a vieilli. En définitive, l'entreprise des années 1975-80, c'est en gros l'entreprise de Jules Euard en 1933, le cœur. Euard était un colosse au niveau charrue, mais c'est un colosse au pied d'argile au niveau financier. Ils ont ouvert le capital, probablement trop tard et pas assez. Tout cela a donné des germes. Et lorsque les plantes ont bien poussé, on arrive à une situation catastrophique en 1977, premier déficit. Les grands choix ne sont pas faits. Donc c'est la crise en 1984 où là, les pouvoirs publics ont un plan au niveau gouvernement, au niveau Chateaubriand. Et là, avec un nouveau PDG, on se recentre sur ce qu'on sait faire avec moins de personnel sur la charrue. On lance les charrues là, adaptées, et on se recentre.
nouvelle campagne publicitaire, moins de monde, mais encore beaucoup de monde. Et on n'a pas su vraiment tirer profit d'une autre merveille. Je parlais de la vache B. En 1973 est née donc une autre charrue jaune dans le paysage, la losange. Et celle-là n'a pas donné son plein rendement. C'est pas la charrue, c'est l'ensemble autour. Donc tout cela fait qu'en 84, on est en pleine crise, on se restructure, mais c'est impossible. Quand on regarde les ventes qui s'effondrent, quand on regarde la dette interne qui est plus de la moitié du chiffre d'affaires, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc le dépôt de bilan va arriver dans un contexte extrêmement confus. Ça, j'en parlerai pas ici. C'est extrêmement confus. Il y a eu des choses vues après. On a cru que le Var était une poule aux œufs d'or. Donc tout le monde y a été surenchère. Mais en définitive, la poule était un peu déplumée, excusez l'expression, mais les œufs étaient des œufs d'or. C'est la technologie Var. Et qu'une va racheter la technologie Var.